Téléspectateurs de 20 News TV, je voudrais vous adresser le bonjour de toute l'équipe. Nous sommes pour la première fois au domicile du professeur Albert Bourgi, un lieu mythique, emblématique qui a reçu nombre d'hommes politiques dans ce salon dans lequel nous sommes. Et ici, il a échangé avec beaucoup d'hommes politiques, comme je le disais tantôt. Et Laurent Gbagbo aussi était ici, il a déjeuné ici. Le président actuel de la Guinée, le professeur Alpha Condé, était aussi dans ce lieu. Alors, professeur, pour vous, que représente ce domicile en fin de compte? D'abord, c'est mon domicile privé. Je reçois chez moi les amis avec lesquels je partage des convictions, des engagements politiques. Et il se trouve que j'ai eu la chance, moi, de faire mes études à Paris. J'ai rencontré tout ce monde-là. J'ai rencontré, bien évidemment, Laurent Gbagbo ici, lorsqu'il est venu en exil, dans les années 80, 82, 83. Première fois que je l'ai rencontré, il était déjà là. Alpha Condé, je lui ai succédé à la faculté de droit comme assistant. Il était l'assistant d'un professeur qui, lorsqu'il m'a vu, me dit: ah, écoutez, ça tombe bien, Alpha Condé vient de soutenir sa thèse, donc vous allez pouvoir préparer votre thèse en étant assistant. Et puis il y a d'autres amis qui n'avaient pas de position, qui sont les leurs aujourd'hui. Je pense notamment à Ibrahim Boubacar Keïta, qui était un ami, qui est venu, on discutait. C'est-à-dire que, vous savez, il faut se remettre dans le bain, dans l'ambiance des années 60-70, hein, où les pouvoirs en place étaient de plus en plus contestés, de plus en plus enfermés dans leur espèce de muraille qui était balisée par le parti unique. Donc ceux qui étaient là, avec lesquels on avait des convictions communes, eh bien c'était ceux qui contestaient les pouvoirs en place. Ah voilà. Qui contestaient les pouvoirs en place. C'est évident qu'ici, les pouvoirs en place n'étaient pas notre tasse de thé, pardonnez-moi l'expression, lorsqu'on se retrouvait ici. Lorsqu'on se retrouvait, sans doute qu'on parlait beaucoup de politique, on parlait de relations, de liens, de la manière même d'aller à la conquête du pouvoir. Et ce qui m'a toujours frappé d'ailleurs, puisque vous en parlez, c'est qu'il y avait des divergences à l'époque, dans les années 70, après même 80, entre ceux qui disaient qu'au fond, il n'y a rien à attendre d'une élection ou des élections, elles sont toutes dévoyées, elles sont toutes, comment dirais-je, marquées du sceau de la fraude, pratiquement infranchissables, et d'autres qui disaient non, il faut jouer le jeu de la démocratie. Et Laurent Gbagbo faisait partie de cela. Il était, lui, convaincu, il se disait qu'au fond, il fallait nécessairement se battre pour réunir les conditions, réunir les conditions d'organisation d'un scrutin libre et transparent qui puisse permettre précisément d'accéder au pouvoir démocratiquement. Voilà, professeur, merci d'avoir planté le décor en ces termes. Mais en même temps, je voudrais présenter aux téléspectateurs de 20 News TV l'homme qui nous reçoit aujourd'hui chez lui. Professeur émérite de droit public à l'Université de Reims en France, Albert Bourgi est un homme de gauche. Un homme de gauche, politologue très averti, consacré aux affaires africaines et qui a fait vraiment ses armes un peu partout, qui est connu dans tous les milieux africains. Professeur, nous sommes chez vous, nous voulons évoquer avec vous l'actualité politique. Et l'actualité politique aujourd'hui, elle est rythmée par le déplacement du président français François Hollande en Afrique. 3 pays seront visités, il a commencé par la Côte d'Ivoire, le Niger et enfin il va finir au Tchad. Mais en Côte d'Ivoire, sa visite n'est pas passé comme lettre à la poste. Beaucoup de choses ont été dites. On reviendra sur certains propos qu'il a tenus. Mais vous, quelle est la lecture que vous faites déjà de ce déplacement du président français en Afrique? Ben, écoutez, je pense qu'en Côte d'Ivoire, le président français est parti comme VRP des entreprises françaises. On ne peut pas comprendre ce qu'il a dit, on ne peut pas interpréter politiquement ses propos si on n'a pas à l'esprit le fait que, ma foi, la France traverse une crise économique, la Côte d'Ivoire est un bon débouché, les entreprises françaises y ont des situations de monopole, il faut donc absolument les consolider dans leur statut économique et bien évidemment leur permettre surtout d'obtenir des contrats, pardonnez-moi l'expression, juteux. C'est pas pour rien que François Hollande aura été promené sur un bateau qui a été acheté récemment par la Côte d'Ivoire à la France. C'est pas pour rien qu'il a visité le port minéralier, je crois c'est ça, le port conteneur d'Abidjan, où c'est Bolloré qui a bien sûr ramasser l'essentiel des marchés. C'est pas pour rien aussi qu'on lui a montré les bienfaits du pont Henri Conan Bédier, qui est également construit
construit, ne l'oublions pas, par l'entreprise Bouygues. Donc vous voyez, il y a ce côté véritablement un peu je parlais tout à l'heure de VRP, ce côté un peu d'acquisition économique en quelque sorte, qui a peut-être complètement dévoyé la visite de François Hollande. Je pense que François Hollande aurait pu, même s'il y a quelques antécédents qu'on peut lui reprocher, hein, la fameuse phrase à propos de Laurent Gbagbo, mais je pense quand même, étant donné disons son assise politique, sa conscience politique, quand même, d'abord à la tête du Parti Socialiste. Il a été élu en 2012 sur la base d'un programme de gauche. On peut imaginer quand même qu'il tienne d'autres propos, qu'il fasse des déclarations autres que celles qu'on a entendues. Moi, je dois dire que j'ai été complètement décontenancé lorsque j'ai entendu François Hollande parler des défis qui ont été surmontés, défis sécuritaires, défis... Justement, professeur, je vais pour nos téléspectateurs, je vais revenir sur ce qu'il a dit. Alors, si tu es arrivé en Côte d'Ivoire, François Hollande a fait l'éloge de la gouvernance du président Ouattara, au grand étonnement de tous d'ailleurs. Et puis, selon lui, tout va bien en Côte d'Ivoire. Tout va vraiment très bien en Côte d'Ivoire. Il est même allé jusqu'à comparer la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire à celle de New York, celle de la Suisse, etc. Et il a dit, et tenez-vous bien, je vais vous rafraîchir la mémoire avec cette phrase, la Côte d'Ivoire sera un pays émergent d'ici quelques années. Telle est la conclusion du président François Hollande. Oui, je dois dire que, je disais tout à l'heure qu'au fond, François Hollande est allé là-bas pour tenter d'obtenir des contrats pour les entreprises françaises. Donc il fallait, d'une certaine manière, caresser dans le sens du poil le Ouattara, les dirigeants ivoiriens actuels. Donc il a parlé d'émergence, puisque c'est le grand discours mobilisateur en Côte d'Ivoire, en tout cas de la part du pouvoir actuel. Il a parlé bien évidemment aussi de sécurité. Et je crois franchement, je pense, puisque François Hollande l'a fait parce qu'il ne fallait pas présenter un mauvais visage si on voulait véritablement recueillir des effets positifs du voyage sur le plan économique, mais je pense sincèrement qu'il est mal informé. Il est mal informé. François Hollande ne peut pas parler aujourd'hui de défis sécuritaires relevés par le pouvoir actuel lorsqu'on sait qu'il y a encore un climat de terreur, lorsqu'on sait qu'il y a près d'1 millier de personnes qui sont encore dans les geôles de Ouattara, lorsqu'on sait qu'il y a une centaine de personnes dont on n'a aucune trace, lorsqu'on sait également que systématiquement ce qu'on appelait les pro-Gbagbo sont marginalisés, sont poursuivis, harcelés, etc., etc. Donc on est loin de ce défi sécuritaire relevé. Il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait des événements extrêmement graves dans ce pays. Et alors, autre chose, c'est bien évidemment, ce qui m'a surtout frappé, c'est, au-delà du défi sécuritaire, c'est celui de l'impunité. C'est de l'impunité où là, encore une fois, je me dis, est-ce que ses collaborateurs lui ont présenté le dossier qui concerne justement la question des droits de l'homme? Certainement pas, sinon il n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Il n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Et ce qui m'étonne, c'est que François Hollande, il y a 2 ans, quand il a été au Congo, en RDC, vous vous souvenez sans doute, avait pris le soin de recueillir l'avis de toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Ici, à Paris, il est arrivé à Kinshasa, il a boudé Kabila, il n'a pas regardé, il a agi avec même beaucoup de désinvolture. Or là, il arrive sans avoir consulté les rapports des organisations de défense des droits de l'homme. S'il les avait consultés, il n'aurait pas dit ce qu'il a exprimé justement ce jour-là à Abidjan. Et il n'aurait certainement pas dit s'il avait su qu'est-ce qui s'était passé à Douékoué, 1 millier de morts, justement, dont on n'a pas connaissance, en tout cas que les responsabilités ou la responsabilité de ces tueries ait été attribuée à un groupe pourtant clairement identifié, puisque l'actuel président de l'Assemblée nationale était à quelques kilomètres du lieu où s'est produit ce jour-là, se sont produits ces massacres à Douékoué. Donc je crois franchement que, je pense que tout ça, à mon avis, la quête de marché qui a certainement motivé le voyage de François Hollande a véritablement occulté tout le reste. Et je le déplore parce que je pense que fondamentalement, je suis un homme de gauche, je vais aller plus loin, je suis au Parti Socialiste depuis plus de 30 ans, je ne peux pas imaginer quand même que quelqu'un qui a été le porteur d'un certain nombre de valeurs, qui lui ont permis justement d'être élu il y a 2 ans, puisse véritablement s'exprimer de cette manière qui est une manière totalement inacceptable, véritablement, au regard justement des souffrances d'une partie de la population ivoirienne. Il n'y a pas eu un mot de compassion
à l'égard quand même de ceux qui souffrent, qui n'ont jamais eu de jugement, quoi que ce soit. On parle de justice, on va envoyer des juges, mais c'est à côté de la plaque, c'est complètement à côté de la plaque. Moi j'irai plus loin, il y a un expert indépendant des Nations Unies, chargé des questions de droits de l'homme en Côte d'Ivoire, qui avait été désigné il y a 3 ans, qui a dit des choses parfois que les uns ou les autres pouvaient contester, eh bien il a été récusé. Il a été récemment récusé, personne n'a dit un mot. Il a été récusé sous prétexte qu'il serait partial, qu'il aurait parlé de la libération de Simone Gbagbo, qu'il aurait dit qu'il y a une justice des vainqueurs et des vaincus. Il y a une justice des vainqueurs. Quoi qu'on dise, François Hollande ou même quels que soient les dirigeants qui puissent s'exprimer en la matière. Alors, professeur, merci beaucoup, mais en même temps, ça nous amène à réfléchir à ce que François Hollande disait il y a quelques années. Il avait conclu de façon péremptoire, on va le dire comme ça, que le président Laurent Gbagbo n'était pas fréquentable. Votre ami, bien sûr. Et aujourd'hui, pendant que les organisations des droits de l'homme dénoncent tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, alors le président François Hollande estime que le pouvoir en place est fréquentable. Ce parallèle, est-ce que vous pouvez le faire? Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder? Ce 2 poids, 2 mesures. Oui, c'est vrai que c'était cette expression Laurent Gbagbo est infréquentable avait été en tout cas attribuée à Hollande, puisque Hollande effectivement l'a exprimé, cette phrase, ce bout de phrase. C'était à un moment où justement la presse française matraquait. Littéralement, je me souviens très bien, ce moment-là, matraqué, et le titre d'un journal du soir, les escadrons de la mort, mais qui barrait la une du journal, les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Alors lui, socialiste, Hollande, patron d'un parti membre de l'international socialiste comme le FPI de Laurent Gbagbo, il s'est senti peut-être obligé de se démarquer. Ils sont obligés de se démarquer, et je dois dire que bien sûr ce propos, ce membre de phrase qu'il a prononcé était absolument inacceptable et qui était fondé simplement sur un parti pris unilatéral qui était celui bien sûr des dirigeants français de l'époque, qui était je crois Chirac, en tout cas la droite au pouvoir. Il est revenu d'une certaine manière à peut-être que c'est toujours cette même phrase qui l'a conduit à dire ce qu'il a dit pendant son séjour, son court séjour, mais je pense franchement que les propos qu'il a tenus vont laisser des traces. Pas simplement en Côte d'Ivoire. Vous savez, la situation en Côte d'Ivoire n'est pas suivie uniquement par les Ivoiriens, ce sont eux qui souffrent, ce sont eux qui endurent, c'est vrai, mais elle est également suivie par toute l'Afrique. Et l'Afrique sait exactement, elle n'est pas, vous savez ce qu'on peut imaginer, hein, l'Afrique, elle a à l'esprit, constamment à l'esprit, que Ouattara est arrivé dans les fourgons de l'armée coloniale française. Quoi qu'il en dise, cette image de Laurent Gbagbo sortant du palais présidentiel, de la résidence présidentielle, dans des conditions que l'on sait, mais elle a marqué les esprits. On a eu tous, et pourtant il ne s'exprime pas haut et fort, mais il le pense, et ça peut, vous savez, ça peut à tout moment surgir. Donc je crois franchement que il y a eu des propos complètement déplacés de François Hollande. Je pense en particulier à cette, disons, façon d'exhorter le FPI ou l'opposition à aller aux élections en disant que c'est un scrutin à venir qui sera transparent. Mais c'est pas vrai. C'est pour ça que je dis qu'il n'a pas d'information. La commission électorale indépendante, telle que projetée jusqu'à maintenant, est une commission électorale au service et aux ordres tout simplement du pouvoir ouattariste. Et on n'est plus dans la, comment dirais-je, dans l'ivoirité, mais on est dans une autre conception de l'exercice du pouvoir, ce qu'on appelle le rattrapage ethnique. On a l'impression que tout ça tourne autour, au fond, de 2 idéologies exclusives qui n'ont jamais été le fait de Laurent Gbagbo, qui lui, au contraire, avait une vision beaucoup plus ouverte et démocratique de la vie politique dans son pays. Gbagbo n'a jamais accepté de prendre le pouvoir autrement que par les urnes, n'a jamais accepté d'utiliser d'autres moyens que le bulletin de vote, répétait-il. Je me souviens, il y en avait certains qui, à l'intérieur même du FPI, n'étaient pas d'accord avec cette ligne, qui était une ligne, disons, de respect du suffrage universel. Moi, je me souviens très bien, il y a eu des discussions très, très tendues. Moi, je me souviens l'avoir vu après l'élection présidentielle, donc, qui a suivi la libéralisation politique, la première élection contre Houphouët-Boigny. Tout le monde sait qu'il y a eu des fraudes. Ben, il disait, je le sais qu'il y a des fraudes, mais on va avancer, la prochaine fois, on gagnera. Et résultat, en 2000, j'étais, moi, présent à ce scrutin présidentiel. Effectivement,
moi, je n'ai pas été surpris d'ailleurs de la victoire de Laurent Gbagbo. Ça allait dans le sens un petit peu de l'histoire et c'était inscrit dans la logique politique qu'avait tout simplement fait sienne le président du FPI. Alors justement, en parlant de votre ami Laurent Gbagbo, aujourd'hui il se trouve à la CPI, où il est détenu depuis un peu plus de 3 ans. Et vous, vous décriez la CPI, vous dénoncez la CPI, vous estimez que c'est une cour qui est trop politisée, qui est instrumentalisée. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos griefs? Mais écoutez, les griefs, ils sont très simples. D'ailleurs, comme je ne suis pas le seul à critiquer la Cour pénale internationale, je vous signale que l'Union africaine elle-même, c'est-à-dire l'organisation qui regroupe tous les États africains, s'est prononcée là-dessus et refuse de coopérer. Clairement, elle l'a affirmé dans l'affaire Omar El-Béchir, de coopérer avec la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est aujourd'hui ostracisée par grand nombre de pouvoirs politiques africains, par grand nombre d'États africains, et puis d'une manière générale par les Africains. Par les Africains. Donc je crois que, à nouveau, aujourd'hui, on est à un tournant. Cette Cour pénale internationale s'est petit à petit insérée dans le système international, qui est tout simplement dominé par l'Occident. C'est que c'est devenu tout simplement tout sauf une institution judiciaire. C'est une institution qui répond exclusivement à des considérations politiques. Je me souviens d'une phrase qu'il m'a dite, d'ailleurs Laurent Gbagbo, à juste titre, « Je suis là par la politique, j'en sortirai par la politique ». Et ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça signifie que cette procédure, c'est une procédure totalement, comment dirais-je, factice, qui est suivie par le bureau du procureur. On a vu d'ailleurs le caractère très partial de cette Cour pénale internationale, dans les propos même du juge dissident, qui a véritablement asséné des vérités terribles. On sait très bien que le dossier d'accusation a été fait de briques et de brac. On a ramassé des coupures de presse, on est allé recueillir des informations émanant du ministère de l'Intérieur ivoirien, tenu par certainement pas un ami de Laurent Gbagbo. Donc je crois franchement aujourd'hui que la Cour pénale ne répond plus à ce à quoi finalement on s'attendait lorsqu'elle a été justement créée, lorsqu'elle elle est entrée en vigueur en 2002, et aujourd'hui vous le savez très bien que le mode de saisine lui-même démontre le poids politique, idéologique de l'institution. Elle n'a que les apparences, cette Cour pénale internationale, d'une institution judiciaire. Il y a son robe, il y a des débats, il y a des échanges, ce qu'on veut, n'a que les apparences d'une institution judiciaire. C'est avant tout et exclusivement une institution politique. Et le paradoxe, c'est que le Conseil de sécurité, qui est le mode de saisine par le Conseil qui est le plus important, eh bien, comment dirais-je, inclut des pays les plus importants, États-Unis, Russie, Chine, qui ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, qui n'ont jamais signé et accepté le statut de Rome. Vous voyez, je veux dire, le paradoxe, c'est qu'on utilise la Cour pénale internationale à des fins politiques, alors qu'elle est réfutée par un certain nombre de ces grandes puissances qui craignaient qu'un jour ou l'autre, un de leurs ressortissants soit traduit devant la Cour, ou soit transféré donc à La Haye. Vous voyez, donc je crois qu'aujourd'hui, tout le monde l'admet. Tout le monde l'admet, on le voit à travers tout ce qu'on observe. Regardez un peu les dirigeants kényans n'ont dû leur salut qu'au fait qu'ils aient été élus. Ils n'auraient pas été élus, ils seraient à La Haye. Donc ça vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Laurent Gbagbo y a été par la politique. Laurent Gbagbo y a été alors que la Cour pénale elle-même n'était même pas compétente pour prendre en considération justement le dossier de Laurent Gbagbo. Et pourtant ça s'est fait. Et j'ajouterai, et justement François Hollande a encore parlé de la justice internationale, c'est vrai, mais il aurait dû peut-être préciser que c'est son meilleur ami, qui est l'avocat de l'État ivoirien, l'avocat d'Ouattara, l'avocat Jean-Pierre Mignard. Donc c'est lui, alors bon, par la force des choses, donc il appuie un dossier qui n'est rien d'autre. Justement, on va insister un peu, on revient sur le cas de la Côte d'Ivoire. Les mandats d'arrêt émis par la CPI sur les pro-Ouattara sont toujours sous-scellés. Et jusque-là, personne n'en parle. Et pendant ce temps, les charges viennent d'être confirmées contre le président Laurent Gbagbo. Alors, vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas à ce niveau-là? Mais rien ne bouge, mon cher ami. La Cour pénale internationale agit de manière unilatérale et elle ne protège qu'un seul camp. Ce sont les pouvoirs en place qui, en quelque sorte, décident. Lorsqu'il s'agit de ressortissants de ce pays, d'un pays donné, ce sont eux qui décident finalement comment dirais-je, du fond
d'un certain nombre de dossiers judiciaires. Alors vous pensez donc que tant que l'État ivoirien, aujourd'hui incarné par Ouattara, ne transfère pas ces dossiers et ne demande pas à supposer même que les scellés soient levés, il faudrait l'autorisation, pardonnez-moi l'expression, tacite, même pas expresse, de l'État en question. Alors Ouattara n'est pas en mesure aujourd'hui de demander ou d'accepter la levée des scellés pour des personnes qui sont directement impliquées avec lui, voire le deuxième personnage de l'État ivoirien. Mais c'est quand même curieux que le président François Hollande n'en aime pas parler. Mais si, au contraire, il a dit que c'était très bien, justice internationale. Ça, c'est pardonnez-moi l'expression, c'est un classique dans les relations internationales. Les grandes puissances, elles appartiennent à un club, à un groupe qui dirige le monde, et la Cour pénale internationale fait partie de ces instruments qu'on utilise s'il le faut pour faire prévaloir tout simplement les points de vue qui sont les leurs, ces grandes puissances, les pays occidentaux principalement, faire prévaloir leurs points de vue et faire prévaloir surtout leurs intérêts. Ok. Professeur, nous allons conclure justement par cette question. Vous êtes un homme de gauche, en toute sincérité. En toute sincérité, croyez-vous que le président François Hollande sera réélu ici en France? Et puis, que pensez-vous aussi de la mise en examen du président Sarkozy? Vous savez, Sarkozy, c'est pas simplement la mise en examen qu'il mériterait, c'est beaucoup plus. Sarkozy a été un homme, un président dévastateur. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il en est le principal auteur. Il a mis sens dessus-dessous ce pays. Il a véritablement, comment dirais-je, falsifié les faits, falsifié l'histoire, falsifié tout simplement les données, même juridiques, à travers les résolutions du Conseil de sécurité. Tout le monde le sait. Vous savez, le fonctionnement du Conseil de sécurité est un fonctionnement toujours au service des 5 membres permanents. Alors, les membres permanents peuvent se faire quelques petits échanges, ils peuvent s'accommoder de certaines choses. Vous me laissez passer le dossier ivoirien, vous m'en laissez la maîtrise, je vous laisserai tranquille pour ce qui concerne la Tchétchénie ou pour les Chinois, Longoni, ce qu'on voulait. Mais donc c'est comme ça que ça se passe. Donc Sarkozy, n'en parlons pas, j'ai envie de dire qu'il est là où il faudrait qu'il soit. C'est-à-dire au fond, c'est un homme qui a été un véritable prévaricateur politique. Hollande, moi je ne veux pas dire qu'il ne sera pas élu en tant que tel, mais personnellement en tout cas, à l'heure où je vous parle, je ne voterai certainement pas pour le François Hollande que j'ai entendu dans ses propos, en tout cas à Abidjan. Professeur, merci. Merci. Merci de nous avoir reçus à votre domicile. Merci beaucoup pour cet entretien que vous nous avez accordé. Téléspectateurs de 20 News TV, merci pour votre fidélité. Nous étions avec le professeur Albert Bourgi. Merci, on se retrouve pour une autre émission et je vous dis bye.